En pleine fête somptueuse de ma sœur, un message de mon père m'a ordonné de partir. Le lendemain, la police était chez eux, et ma mère a hurlé que je détruisais tout. J'ai juste souri. J'avais enregistré chaque mot. Salut, je m'appelle Kenza. Hier soir, à la somptueuse fête de ma sœur, j'ai cru que j'avais enfin été invité à faire partie de la famille. Mais ensuite est arrivé le texto de mon père. Pars maintenant. Ne les regarde pas. Ne parle pas, je suis sortie, humiliée et tremblante, n'ayant aucune idée de ce qu'ils cachaient ni pourquoi ils avaient si désespérément besoin que je parte. Au matin, la police était à leur porte. Ma mère hurlait, et moi. Je souriais, car pour une fois, je n'étais pas impuissante. J'avais enregistré chaque mot. La chaleur me collait à la peau comme une seconde peau lorsque je suis sorti de ma voiture. Le genre de soirée d'été moite pour laquelle Nice est connue. Le voiturier m'a offert un sourire étudié, un de ceux qu'il devait adresser à chaque invité arrivant pour la grande soirée de ma mère. J'ai ajusté ma robe, lissé mes cheveux et me suis dit de respirer. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là parce que peut-être, juste peut-être, cette fois-ci serait différente. À l'intérieur, la climatisation m'a accueilli avec une bouffée d'air frais, accompagnée du bourdonnement feutré des conversations polies et des notes basses d'un quatuor de jazz niché dans un coin. Des lustres en cristal se reflétaient sur les parquets polis, et chaque table était drapée de nappes blanches, les serviettes pliées perchées comme de petites sculptures. C'était si prévisible. Ma mère avait toujours aimé la grandeur qui pouvait se transformer en performance. Je me suis arrêté sur le seuil, balayant la pièce du regard. Olivia, ma sœur aînée, se tenait près du bar, resplendissante dans une robe émeraude longue jusqu'au sol. Ses cheveux tombaient en vagues parfaites, le genre de look sans effort qui demande des heures de travail. Les gens l'entouraient, riant un peu trop fort à l'histoire qu'elle racontait. Elle était à sa place ici, se prélassant dans l'attention, tandis que je planais près de l'entrée comme une invitée qui s'était perdue. J'ai sorti l'invitation de ma pochette, même si je n'en avais plus besoin. Mon nom, Kenza, avait été ajouté à la main au bas d'une carte préimprimée. C'était écrit dans la parfaite écriture cursive de ma mère, mais petit et serré, comme si elle s'était rendue compte à la dernière minute que sa plus jeune fille devait probablement être incluse. Une pensée après coup. Mademoiselle Kenza. Un serveur est apparu, un presse-papier à la main. Votre table est par ici. Il m'a guidé à travers la salle, se faufilant entre des groupes de personnes bien habillées qui me remarquaient à peine. J'ai aperçu ma mère, Béatrice, flottant d'invité en invité, embrassant les joues et serrant les mains comme une reine saluant ses loyaux sujets. Elle m'a repéré brièvement, m'offrant un sourire rapide et répété avant de se tourner vers une femme qui complimentait ses boucles d'oreilles. Ma table était près du fond, je veux dire, pratiquement dans la cuisine. D'où j'étais assise, je pouvais voir les serveurs aller et venir, équilibrant des plateaux de vin et d'amuse-gueule. Le bourdonnement de la conversation de la salle principale semblait lointain, comme si on m'avait délibérément placé en périphérie. Le serveur m'a jeté un regard compatissant avant de s'éloigner. Ce petit regard disait tout. Il savait. Tout le monde savait toujours. Je me suis assise, pressant mes paumes sur mes genoux. La chaise vide à côté de moi est restée vide pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, Olivia s'est approchée, me faisant l'une de ces étreintes qui se qualifient à peine de contact. Merci d'être venu, a-t-elle murmuré. Ne fais pas en sorte que ça tourne autour de toi ce soir. D'accord ? Je n'avais pas l'intention de le faire, ai-je dit, mais elle s'éloignait déjà, son parfum persistant comme un rappel de ma place dans cette famille, visible, mais seulement quand ça arrangeait. Ma mère s'est arrêtée ensuite, tout en chaleur de façade. Contente que tu aies pu venir, ma chérie, a-t-elle dit en me touchant légèrement l'épaule. Ne t'éloigne pas trop. Et puis elle est partie, comme si elle avait coché quelque chose sur sa liste de choses à faire. J'ai fixé le verre de vin devant moi, le rouge profond captant la lumière. Je n'avais pas bu d'alcool depuis des années. Ça ne valait pas la peine d'expliquer pourquoi. Pas ici. Pas ce soir. Je l'ai repoussé, intact. Je me suis penché en arrière, regardant ma famille animer la salle, pensant au nombre de fois où je m'étais dit que j'étais habitué à ça, habitué à être celle qu'on pousse sur les bords. Mais ce soir, pour une raison quelconque, ça piquait différemment. Je n'étais pas sûr de pourquoi j'étais venu. Peut-être que je voulais juste, pour une fois, sentir que j'avais ma place. Et c'est là que j'ai entendu les premiers mots qui allaient tout changer.
Mesdames et messieurs, j'aimerais remercier quelqu'un de très spécial. La salle s'est tue alors que le projecteur se déplaçait vers la petite scène à l'avant. Je pouvais à peine voir à travers la mer d'invités parfaitement habillés qui tendaient le cou. Le tintement des verres s'est estompé alors que ma mère, rayonnante dans sa robe à paillettes, montait les marches comme si elle s'était préparée pour ce moment toute sa vie. Le quatuor est passé à une douce mélodie de fond, assez dramatique pour que son entrée ressemble à un couronnement. Mesdames et messieurs, commença Béatrice, sa voix confiante, parfaitement timbrée pour porter à travers la salle. Merci d'être ici ce soir pour célébrer non seulement cette belle soirée, mais aussi les personnes extraordinaires qui font de cette famille ce qu'elle est. Je me suis légèrement penché en avant sur ma chaise, les paumes à plat sur la nappe. Pendant un instant, je me suis laissé imaginer qu'elle parlait de moi, que ce soir, elle pourrait enfin me voir. Elle ne l'a pas fait. Olivia, a-t-elle poursuivi, s'arrêtant juste assez longtemps pour un effet dramatique. Ma chère fille, tu es le cœur de cette famille. Tes sacrifices, ton engagement infatigable à perpétuer notre héritage. Tu es tout ce que nous aurions pu espérer d'une fille. La foule a éclaté en applaudissements. Des gens ont sifflé. Certains se sont même levés pour applaudir. Je suis restée assise, figée, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes sous la table. Pas un mot sur moi. J'ai jeté un coup d'œil à un homme d'âge moyen à côté de moi, un invité d'un invité, qui s'est tourné et a demandé nonchalamment « Laquelle êtes-vous ? La jolie ou l'intelligente ?» J'ai forcé un sourire poli. « Je suis juste Kenza », ai-je dit, bien que ma gorge se soit serrée sur les mots. Le discours a continué, encore et encore. Une lettre d'amour à Olivia déguisée en toast. Elle est notre avenir, a déclaré fièrement Béatrice. Ces réalisations sont un témoignage des valeurs de cette famille. Nous sommes tous si fiers d'elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ma sœur. Olivia rayonnait, s'imprégnant des louanges, hochant la tête comme si l'humilité était en dessous d'elle, mais qu'elle essaierait de la feindre quand même. Elle a croisé mon regard une fraction de seconde, puis a détourné les yeux. Quand les applaudissements se sont enfin calmés, mon père est monté. Arnaud avait toujours l'air un peu déplacé à ces événements, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Mais ce soir, il y avait une énergie inhabituelle dans ses mouvements. Il a ajusté le micro et s'est éclairci la gorge. Eh bien, a-t-il commencé, la voix un peu tremblante. J'ai une annonce spéciale. La salle s'est à nouveau tue. Olivia, a-t-il dit, se tournant vers elle avec un sourire que je ne me souvenais pas avoir jamais vu diriger vers moi. Il est temps que tu prennes possession de ce que tu as mérité. À partir de ce soir, la propriété de Saint-Tropez est officiellement à toi. Tu l'as toujours traitée comme une résidence secondaire. Maintenant, elle l'est vraiment. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis restée là, stupéfaite, alors que les invités éclataient à nouveau, applaudissant et murmurant « Félicitations ». Je pouvais entendre des bribes, c'est si généreux. Elle le mérite vraiment. Est-ce que Kenza ne s'occupait pas de cet endroit avant? Oui, c'était moi. J'avais passé des années à maintenir cette maison en vie, à payer les réparations quand mes parents ne voulaient pas le faire, à nettoyer après les week-ends de vacances que tout le monde abandonnait, à m'assurer qu'elle ne tombe pas en ruine quand personne d'autre ne s'en souciait. Et maintenant, comme ça, elle était partie. Cédée comme si mon travail avait été invisible. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. J'ai repoussé ma chaise lentement, en faisant attention de ne pas attirer l'attention, et j'ai murmuré à l'inconnu à côté de moi, « Excusez-moi ». Le couloir à l'extérieur de la salle de banquet était heureusement vide. Je me suis dirigé vers les toilettes, mais je n'y suis pas entré, m'arrêtant plutôt près d'un grand miroir près du vestiaire. J'ai agrippé le bord du comptoir, mes mains tremblant. Pourquoi est-ce que j'attends toujours qu'il me voie? J'ai pris une inspiration, puis une autre, mais ça n'a pas aidé. Ma poitrine était serrée, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur moi. C'est alors que mon téléphone a vibré dans ma pochette. Un texto d'un numéro inconnu. Par maintenant. Ne les regarde pas. Ne parle pas, ma main tremblait alors que je tenais le téléphone, fixant les mots qui me regardaient fixement. Par maintenant. Ne les regarde pas. Ne parle pas. Pendant quelques secondes, je n'ai même pas pu respirer. Je pouvais encore entendre les rires et la musique s'échapper à travers les murs de la salle de bal. Un contraste saisissant avec le nœud d'effroi qui se tordait dans mon estomac. C'était comme si je regardais ma propre vie de loin. La pièce tournant légèrement,
comme si mon corps savait déjà ce que mon esprit n'avait pas encore traité. J'ai dégluti difficilement, me forçant à me concentrer. Qui m'enverrait ça? Et pourquoi maintenant? J'ai jeté un coup d'œil vers les portes de la salle de bal. À travers l'entrebâillement, je pouvais voir Olivia rire avec un groupe d'invités. La main de ma mère, élégamment posée sur un verre de champagne, alors qu'elle tenait salon près de la scène. Elles étaient radieuses, imperturbables. Personne dans cette pièce n'avait l'air de m'avoir envoyé un message qui ressemblait à une menace ou à un avertissement. J'ai resserré ma prise sur le téléphone et, sans trop réfléchir, j'ai appuyé sur le numéro pour rappeler. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix que je ne m'attendais pas à entendre ne décroche. Kenza. C'était la voix de mon père, basse et tendue, comme s'il se cachait quelque part où il n'était pas censé être. Papa, ai-je murmuré, m'avançant plus loin dans le couloir vide, m'éloignant instinctivement du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me dis-tu de partir? Fais juste ce que je dis, a-t-il sifflé, son ton ne ressemblant à rien de ce que j'avais jamais entendu de lui. Mon père était habituellement mesuré, distant même. Mais là, c'était différent. C'était de la peur. Ne bois rien. Ne signe rien. Prends tes affaires et pars tranquillement. Mon pouls battait dans mes oreilles. De quoi parles-tu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Tu vas bien? Je ne peux pas t'expliquer maintenant, a-t-il dit en me coupant. Pas, s'il te plaît. Papa, tu ne peux pas juste. Mais la ligne est devenue silencieuse. Il avait raccroché. Je suis resté là, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, figé. Le message, son ton, l'urgence. Ça ne ressemblait pas à de la paranoïa. Ça semblait réel. J'ai remis le téléphone dans ma pochette, essayant de calmer ma respiration. Mes talons claquaient doucement contre le sol en marbre alors que je commençais à bouger. Incertaine de la direction à prendre, j'ai pensé à partir par la sortie de secours, à simplement m'éloigner de tout l'événement. Mais quelque chose m'a arrêté. C'est là que j'ai entendu sa voix. Je me suis figé en plein mouvement, me pressant contre le mur en réalisant qu'Olivia était juste au coin. Son ton poli et confiant était plus bas maintenant, mais toujours dégoulinant de cette supériorité qu'elle portait comme une robe de créateur. Elle ne se battra pas, a-t-elle dit. Elle ne le fait jamais. Assure-toi juste que la paperasse soit réglée ce soir. La paperasse. Mon cœur battait plus fort. Une voix d'homme a répondu, étouffée et indistincte, mais j'ai pu distinguer les mots au transfert et au compte. Je me suis penché plus près, le souffle court, m'efforçant de saisir chaque mot. Ne t'inquiète pas pour elle, a poursuivi Olivia. Kenza ne sait même pas ce qui se prépare. Elle sera hors du chemin avant même de comprendre. J'ai eu l'impression que mon sang se glaçait. Ma sœur, ma propre sœur, parlait de moi, de me pousser hors de quelque chose dont je ne savais même pas que je faisais partie. J'ai reculé lentement, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Je ne savais même pas où j'allais, mais je ne pouvais pas rester là à en écouter davantage. Je suis retourné vers le couloir près des toilettes, le point le plus éloigné de la salle de bal où je pouvais encore respirer. Mon esprit s'emballait. Combien de choses avait-il planifié dans mon dos? Quelle paperasse? De quelle clôture parlait-elle? Appuyé contre le mur, j'ai regardé mon reflet dans le miroir orné. Mon visage était pâle, presque méconnaissable sous les douces lumières du couloir. Pourquoi est-ce que je reviens toujours, me suis-je murmuré. Pourquoi est-ce que j'attends encore qu'il me traite comme si j'avais de l'importance? C'est là que ça m'a frappé. Quoi que ce soit, ça avait été en préparation depuis un moment. Ce n'était pas juste une insulte spontanée ou une mention oubliée dans un discours. C'était plus gros, et mon père, entre tous, m'avait dit de partir. J'ai pressé mes paumes contre le mur de marbre frais, me stabilisant. Partir maintenant signifierait m'éloigner sans réponse, mais rester. Rester pourrait signifier tomber dans le piège qu'ils avaient tendu. Je ne savais pas ce qu'ils préparaient, mais je savais une chose. Je ne pouvais pas rester ici. J'ai marché rapidement, mes talons touchant à peine le sol, comme si je pouvais échapper au regard et au murmure que j'imaginais me suivre. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé mon nom. Peut-être n'ont-ils même pas remarqué que j'étais parti. La lumière dorée du couloir s'est estompée dans l'air plus frais du parking, et quand je suis sorti, la nuit m'a frappé comme une gifle, humide, lourde et immobile. Ma voiture était garée sous un lampadaire au fond du parking,
une solitaire isolée parmi les rangées de véhicules de luxe polis alignés comme des soldats pour le grand événement de ma famille. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la portière et les verrouillé, expirant un souffle tremblant. Le rugissement étouffé des rires et de la musique traversait les murs de briques de la salle. Mais ici, dans ma voiture, c'était comme si j'étais entré dans un autre monde. Silencieux, suffocant, mais le mien. J'ai laissé mes mains reposer sur le volant, fixant vaguement mon reflet dans le rétroviseur. Les mots d'Arnaud tournaient encore en boucle dans ma tête comme une sirène. Ne bois rien. Ne signe rien. Pas, c'est tout. Mais partir. Juste m'en aller. C'est ce que je faisais toujours, n'est-ce pas? C'est ce qu'il comptait que je fasse. Mon téléphone s'est allumé sur le siège passager. Je l'ai pris, fixant l'écran, mes doigts agités par un besoin que je ne pouvais nommer. Le contrôle, des réponses, peut-être les deux. Pendant des années, on m'avait tenu à distance, m'en disant juste assez pour que je me sente incluse, mais jamais assez pour vraiment appartenir. Mais ce soir, je n'allais pas rester dans le noir. J'ai déverrouillé mon téléphone et, avec des doigts exercés, j'ai ouvert l'application liée à notre compte cloud familial partagé. C'était censé être pour les photos, pour coordonner l'entretien des propriétés, pour les impôts, des choses banales qui nous faisaient ressembler à une famille fonctionnelle sur le papier. Mais je connaissais sa vraie valeur. C'est là que mes parents stockaient tout ce à quoi ils voulaient que nous ayons tous accès, et beaucoup de choses qu'ils supposaient probablement que je n'oserais pas regarder. J'ai fait défiler les photos souriantes d'Olivia dans ses robes, les parfaits portraits de famille auxquels je n'avais pas été invité, et j'ai trouvé un dossier enfoui près du bas. Juridique, en cours. Mon cœur s'est accéléré. J'ai appuyé dessus. Des documents sont apparus. Transfert final. Projet de règlement. Accord de fiducie révisé. Mon estomac s'est noué en ouvrant le premier. Des pages de jargon juridique remplissaient l'écran, mais les mots qui comptaient sautaient aux yeux en gras. Transfert de propriété, bénéficiaire principal, Olivia Moreau, le nom de ma sœur. Encore et encore. J'ai glissé vers le fichier suivant, les doigts tremblants. C'était une chaîne de mai. Ma mère, Olivia et un avocat que je ne reconnaissais pas. Kenza n'a pas besoin d'être impliquée. Elle est distante depuis des années. Ne compliquons pas les choses. Elle restera silencieuse si nous ne la provoquons pas. J'ai cligné des yeux fortement, comme si je pouvais effacer les mots si j'essayais assez fort. Il ne transférait pas seulement la propriété de Saint-Tropez. Il déplaçait des actifs d'une autre fiducie, une dont je ne connaissais même pas l'existence. Mon nom ne figurait nulle part dans ces documents, alors que j'avais passé des années à aider à gérer la maison de vacances, à couvrir les frais quand personne d'autre ne voulait le faire, prenant discrètement la responsabilité parce que je pensais que ça comptait. Une nouvelle vague d'humiliation m'a brûlé la poitrine. Tout ce temps, je pensais que ma distance avec eux avait été mon choix. Mais ça. C'était eux qui réécrivaient la famille sans moi. Je me suis penché en arrière contre l'appui-tête, fixant le plafond de ma voiture en essayant de calmer le chaos dans ma tête. Ils pensent que je ne me battrai pas. Ils pensent que je vais juste l'avaler comme je le fais toujours. Pas cette fois. Je me suis redressé, ma résolution se durcissant à chaque respiration. J'ai pris des captures d'écran de chaque email, de chaque document, les sauvegardant dans un dossier caché sur mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon enregistreur vocal et j'ai commencé à parler, ma voix stable, bien que mes mains tremblent encore. 17 juillet, 22h42, ai-je dit. Trouver des preuves de transfert de propriété et de fiducie m'excluant. Parties impliquées, Béatrice Moreau, Olivia Moreau et un avocat nommé Daniel Klein. Arnaud Moreau m'a averti de quitter l'événement. Sauvegarde de tous les fichiers pour un éventuel examen juridique. Les mots sonnaient cliniques, presque détachés, mais ils m'ont donné quelque chose que je n'avais pas eu de toute la soirée, un sentiment de contrôle. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'écran lumineux avant de verrouiller mon téléphone et de le reposer sur le siège à côté de moi. S'il pensait que je resterais silencieuse, il ne me connaissait plus. Et puis je l'ai vu. La date. Tout devait être finalisé demain matin. Stupide. Au moment où je suis rentré à mon appartement, le soleil n'avait même pas pensé à se lever. Les rues étaient encore calmes. Le genre de silence qui n'existe que dans ces heures étranges entre la nuit et le matin où le monde semble suspendu. J'ai porté mon sac à main comme s'il pesait 50 kilos, l'ai laissé tomber près de la porte et me suis dirigé directement vers la table de la cuisine. Mon ordinateur portable était là où je l'avais laissé,
et je l'ai ouvert sans allumer aucune lumière. La lueur de l'écran a éclairé ma petite cuisine, se reflétant sur les appareils en acier inoxydable que j'avais achetés en solde quand j'ai emménagé ici, essayant de faire de cet appartement plus qu'un simple endroit où je me cachais. J'ai transféré les fichiers téléchargés de mon téléphone sur l'ordinateur portable, les étalant comme les pièces d'un puzzle, documents juridiques, fils de mai, capture d'écran. Je les ai parcourus jusqu'à ce que les mots se brouillent, mais j'ai continué à lire quand même. C'est là que je l'ai trouvé. Une seule clause enfouie au plus profond d'un des projets de règlement. Le bénéficiaire renonce volontairement à ses droits en raison d'une non-participation constante aux activités familiales et aux décisions de gestion. Ma poitrine s'est serrée. Renonce volontairement. Il réécrivait mon absence, ma tactique de survie, comme un consentement. Il ne se contentait pas de m'exclure. Il le documentait comme si j'avais accepté de disparaître. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai laissé ma tête tomber dans mes mains. J'avais passé des années à essayer de jouer le rôle qu'il m'avait donné. La discrète, la facile, celle qui ne faisait pas d'histoire. Et ils en avaient fait leur arme. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé sentir le poids de tout cela. Pendant un instant, j'ai pensé, peut-être que je devrais juste laisser tomber. Peut-être que si je m'en vais, ça s'arrêtera. Peut-être que la douleur cessera si j'arrête de m'en soucier. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Des minutes, des heures, juste à fixer le sol pendant que le bourdonnement de mon réfrigérateur remplissait la pièce. Mais ensuite, mon téléphone a vibré. C'était Arnaud. Ils n'arrêteront pas. Tu dois te battre ou partir pour de bon. J'ai fixé l'écran, relisant le message jusqu'à ce qu'il se grave en moi. Arnaud avait toujours été silencieux, distant, presque indifférent. Mais ce n'était pas de l'indifférence. C'était un avertissement. Si mon père, qui avait passé sa vie à maintenir la paix en ne disant rien, me disait de me battre, alors le danger était réel. J'ai rouvert mon enregistreur vocal et j'ai appuyé sur enregistrer. Il est 4h28 du matin, ai-je dit doucement. Ma voix sonnait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui avait survécu à une guerre. Ils ont passé des années à m'effacer. Ce n'est pas de la négligence. C'est calculé. Et maintenant, ils le mettent sur papier. Mon esprit a revécu une scène à une autre table de cuisine, des années auparavant, quand j'avais 17 ans. Olivia pleurait parce qu'elle ne pouvait pas payer les frais de son voyage de fin d'année à Paris. J'avais passé l'été à faire des doubles services dans un café, économisant pour mon premier ordinateur portable, et sans réfléchir, je lui avais donné chaque euro que j'avais. Ce n'est pas grave, lui avais-je dit. Je pourrais rééconomiser l'été prochain. Elle m'avait serré dans ses bras, promettant de me rembourser. Elle ne l'a jamais fait, et je n'ai jamais demandé. C'était le schéma de toute ma vie, moi donnant, eux prenant, et moi me convainquant que c'était bien parce que je ne voulais pas commencer un combat que je ne pouvais pas gagner. Mais il ne s'agissait pas de quelques centaines d'euros ou d'un merci oublié. Il s'agissait de mon avenir, de mes droits, de mon nom. J'ai senti ma colère commencer à se cristalliser en quelque chose de plus tranchant. La résolution. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper. Une chronologie, chaque interaction, chaque transfert que je venais de découvrir, chaque capture d'écran et email, organisée par date et contexte. J'ai joint les fichiers un par un, les étiquetant clairement. Puis j'ai créé un mémo vocal narrant les preuves, expliquant ce que j'avais trouvé et quand, au cas où j'aurais besoin de tout remettre à quelqu'un qui pourrait vraiment m'aider. En tapant, j'ai pensé à la voix de Béatrice à la fête, si douce et confiante alors qu'elle louait Olivia pour son dévouement. J'ai pensé aux mots d'Olivia lors de cet appel téléphonique. Elle ne se battra pas. Elle ne le fait jamais. J'ai serré la mâchoire. Il pensait me connaître. Il pensait que je resterais dans mon petit coin, avalant tranquillement les quelques miettes de dignité qu'il me jetait. Pas cette fois. J'ai sauvegardé le fichier sur plusieurs disques, les téléchargé dans un dossier sécurisé et me suis envoyé des copies par email. S'il voulait jouer, je serais prête. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier alors que je me murmurais, s'ils veulent se battre, ils en auront une, mais à mes conditions. Et juste au moment où je pensais avoir trouvé ma prochaine action, on a frappé à ma porte. Le coup a retenti à nouveau, plus fort cette fois. Je suis resté immobile un instant, fixant la porte comme si elle pouvait disparaître si je le souhaitais assez fort. Mon esprit a parcouru les possibilités. Arnaud, la police, quelqu'un qui en savait trop.
Je me suis finalement levé et j'ai ouvert, gardant la chaîne par instinct. Et elles étaient là, Béatrice et Olivia. On aurait dit qu'elles sortaient tout droit de la fête de la veille, coiffure parfaite, maquillage impeccable, des vêtements qui criaient « Nous sommes en contrôle ». Béatrice tenait un petit sac cadeau avec du papier de soie doré qui dépassait, comme s'il s'agissait d'une visite impromptue. Ma chérie, a roucoulé Béatrice, son ton aussi mielleux que jamais. Nous n'avons pas eu l'occasion de vraiment parler hier soir. Pouvons-nous entrer? Chaque fibre de moi voulait claquer la porte. Au lieu de cela, je l'ai déverrouillée et je me suis écarté. Bien sûr, ai-je dit platement. Pourquoi pas? Elles sont entrées comme si elles étaient chez elles. Olivia la suivant, téléphone à la main. J'ai immédiatement remarqué son pouce frôler le bouton latéral, en train d'enregistrer. Je ne pouvais pas en être sûr, mais je l'ai noté. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine, la même table où, il y a quelques heures, j'avais reconstitué leur trahison. Béatrice a posé le sac entre nous comme une offrande de paix, bien que nous sachions toutes les deux que ce n'était pas le cas. Je t'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit en désignant le sac. Un petit remontant. Tu avais l'air mal à l'aise hier soir. Nous voulions juste prendre de tes nouvelles. Mal à l'aise, ai-je répété, la voix plate. Olivia a souri d'un air suffisant, comme si elle avait compris le sous-entendu. Eh bien, tu étais assise seule au fond. Les gens ont remarqué. Ma mâchoire s'est crispée. Je suis sûr qu'ils l'ont fait. Béatrice a agité la main, écartant l'attention. Ne nous attardons pas là-dessus. Tu te souviens de nos voyages à Saint-Tropez, n'est-ce pas? Ces étés étaient magiques. Tu as toujours adoré cet endroit. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était du théâtre. J'ai perçu un mouvement du coin de l'œil. Olivia posant son téléphone face contre table. Enregistrement. Définitivement en train d'enregistrer. Alors, ai-je dit en me penchant en arrière sur ma chaise. Est-ce une réunion de famille ou allons-nous passer à la partie où vous me dites pourquoi vous êtes vraiment ici? Le sourire de Béatrice a vacillé très légèrement, puis est revenu, plus acéré. Elle s'est penchée, baissant la voix. Kenza, je veux que tu comprennes quelque chose. Parfois, le silence vaut plus que tout ce que tu penses qu'on te doit. C'est mieux pour tout le monde si tu restes silencieuse. Tu ne veux pas que ça devienne compliqué. Les mots ont atterri comme une gifle. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé mon visage calme. Olivia est intervenue, aussi désinvolte que jamais. Elle a raison. Tu sais comment ça se passe. Ce n'est que du business. Pas la peine d'en faire plus que ce que c'est. Du business. Il parlait de démanteler ma vie comme si c'était une feuille de calcul. Je les ai regardées, mes mains étroitement jointes sur mes genoux pour qu'elles ne voient pas le tremblement. À l'intérieur, je hurlais. Mais j'avais appris il y a longtemps à porter mon silence comme une armure. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Ai-je dit doucement. Béatrice a penché la tête, essayant de me lire. Nous essayons juste de faire ce qui est le mieux pour la famille. La famille? Le mot n'avait jamais sonné aussi creux. Je ne leur ai rien donné de plus. Des réponses courtes et polies. Je les ai laissées parler, les ai laissées croire qu'elles étaient toujours en contrôle. Tandis que chaque mot qu'elles prononçaient gravait ma prochaine action plus profondément dans la pierre. Après quelques minutes de fausse chaleur et de menaces à peine voilées, elles se sont levées pour partir. Béatrice m'a embrassé la joue comme si nous n'avions pas juste dansé autour d'une déclaration de guerre. Pense à ce que j'ai dit, ma chérie. C'est vraiment mieux pour tout le monde. J'ai fermé la porte derrière elle et je me suis appuyé contre, expirant le souffle que j'avais retenu. Puis je suis allé directement à mon ordinateur portable. Et c'est là que je l'ai vu. Quelque chose dans les documents que je n'avais pas remarqué auparavant. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai senti l'air de mon appartement changer. Je n'avais plus seulement besoin d'espace pour respirer. Je devais agir. J'ai agi rapidement, comme si en m'arrêtant, je me briserais. Mon ordinateur portable était toujours sur la table, son doux bourdonnement m'attendant. Je l'ai tiré vers moi et j'ai ouvert le dossier de fichiers que j'avais téléchargé la nuit précédente. Les mêmes documents me regardaient. Des pages et des pages soigneusement rédigées, conçues légalement pour intimider quiconque n'était pas avocat. Mais maintenant, je ne survolais plus. Je disséquais chaque mot, chaque virgule, chaque clause. Et c'est là que je l'ai vu.
Un addendum enfoui dans les documents de la fiducie. Du texte noir et simple qu'elle pensait clairement que je ne lirais jamais. Mes yeux ont suivi les mots « Aucun transfert ou modification des actifs de la fiducie ne sera valide sans le consentement écrit, unanime et explicite de tous les bénéficiaires. » Je me suis rassise sur ma chaise, la bouche légèrement ouverte. Mon consentement. Ils avaient besoin de moi. Ils pensaient que je ne lirais pas les petits caractères, me suis-je murmuré. C'est leur erreur. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. Ce n'était pas de la joie, loin de là, mais une étincelle, une fissure dans leur mur de contrôle. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à taper, décrivant ce que j'avais trouvé, copiant le libellé exact de la clause. S'ils voulaient me raser de cette famille, ils avaient échoué. Légalement, tout ce qu'ils avaient fait était nul sans moi. Mon téléphone a vibré, me sortant de ma concentration. Un message vocal. Arnaud. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de lecture. Mon père ne m'appelait jamais à moins que ce ne soit grave. Je l'ai mis sur haut-parleur, me préparant. Kenza. Sa voix était basse, lourde, comme s'il avait attendu que personne ne puisse l'entendre. Il se prépare à te faire passer pour instable. Tu dois prendre les devants. C'est le seul moyen de survivre à ce qui s'en vient. Je me suis figé. Instable. Le mot a résonné dans ma tête, acide et tranchant. C'est de ça qu'il s'agissait. Pas seulement de me couper financièrement. Il voulait me détruire. Ma crédibilité, ma voix, tout. Mes mains se sont crispées en poing sur la table. Il ne s'agissait pas seulement de propriété ou de compte en banque. Il réécrivait mon identité, me transformant en problème familial, en celle qui est brisée. Ils font ça depuis toute ma vie, ai-je dit à voix haute, les mots me surprenant par leur crudité. Et je les ai laissés faire. J'ai revu des flashs de moi enfant, avalant chaque insulte, chaque commentaire désobligeant. J'ai revu l'adolescente que j'étais, donnant l'argent de son travail d'été pour qu'Olivia puisse partir en voyage scolaire coûteux, me disant « c'est bon. Elle en a plus besoin que moi ». J'ai revu chaque fête où j'ai mordu ma langue au lieu de dénoncer leur cruauté. Ils comptaient sur moi pour rester silencieuse, pour continuer à être la facile. J'ai regardé les documents étalés sur la table, la lumière du soleil entrant par mes stores maintenant éblouissante, impitoyable. Plus maintenant, ai-je dit. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à tout organiser. Les captures d'écran, les emails, cette menace écœurante que Béatrice m'avait lancée dans ma propre cuisine. J'ai ajouté des eurodatages, les ai regroupés par pertinence, transformé mon bureau encombré en une arme. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que m'avait donné un collègue il y a des mois, un avocat spécialisé dans les fiducies familiales. J'ai appuyé sur appeler avant de pouvoir me raisonner. Bonjour, c'est Kenza. J'aimerais prendre rendez-vous pour une consultation, ai-je dit quand la réceptionniste a répondu. Ma voix semblait stable, même à mes propres oreilles. Quand j'ai raccroché, j'ai lancé un mémo vocal, narrant tout ce que j'avais découvert. Pas pour eux, pour moi. Pour que je puisse m'entendre le dire à voix haute, pour que je puisse me l'approprier. Ils voulaient la Kenza silencieuse, ai-je dit dans l'enregistreur. Ils sont sur le point de rencontrer la version de moi qu'ils n'ont jamais imaginée. J'ai fermé mon ordinateur portable seulement lorsque l'écran est devenu flou à force de le fixer. Pour la première fois, je ne réagissais plus seulement. Je construisais. Cette nuit-là, alors que le ciel extérieur prenait la couleur de l'acier profond, j'ai rédigé un dernier email, exposant chaque fait, chaque document, chaque menace. Je l'ai programmé pour qu'il soit envoyé à 8 heures précises. À ce moment-là, le jeu changerait pour toujours. La nuit m'a à peine offert du repos. Mon esprit était un carrousel de plans et de possibilités, chacun se heurtant au suivant. Au matin, je fonctionnais au café et à l'adrénaline, regardant l'horloge se rapprocher de mon rendez-vous en centre-ville. Le cabinet d'avocat était élégant, des murs de verre et du bois poli, le genre d'endroit où vous saviez que chaque seconde du temps de quelqu'un coûtait plus que vous ne vouliez l'imaginer. Je me suis assise en face de Maître Leroy, l'avocat que mon collègue m'avait recommandé, faisant glisser un dossier soigneusement organisé sur son bureau. J'ai tout documenté, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Email, enregistrement, les documents de la fiducie. J'ai besoin de savoir sur quoi je me base. Il a parcouru les pages d'un œil exercé, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes avec un léger bourdonnement.
Après plusieurs minutes, il a levé les yeux. Elles ne peuvent pas faire ça sans vous. Cette clause que vous avez trouvée, le consentement unanime, rend leurs transferts invalides. C'était comme si une pierre se soulevait de ma poitrine. Donc tout ça, c'est illégal? Non seulement illégal, a-t-il dit, son ton s'aiguisant, mais si vous pouvez prouver ces menaces que vous avez mentionnées, nous parlons de coercition. Cela ouvre une toute autre porte. Elles ne perdent pas seulement si vous vous battez. Elles pourraient faire face à des poursuites pénales. Pendant un instant, je n'ai pas respiré. Poursuite pénale. Des mots que je n'aurais jamais pensé entendre en lien avec ma mère et ma sœur. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé. Déposer une injonction, a-t-il dit sans hésitation. Nous gelons tout avant qu'elle ne puisse effectuer d'autres transferts. Préserver chaque élément de preuve. Et Kenza, s'est-il penché en avant, n'engager aucune communication directe avec elle. Laissez-moi m'occuper de tout à partir de maintenant. J'ai hoché la tête, agrippant le bord de ma chaise jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une guerre. Quand j'ai quitté son bureau, la ville semblait plus bruyante qu'auparavant. Des voitures qui filaient, des gens qui riaient sur les trottoirs. Je ne me sentais pas faire partie de tout ça. Je portais trop de choses. Au moment où je suis retourné à mon appartement, je pensais que j'allais enfin pouvoir respirer. Mais ma boîte de réception racontait une autre histoire. Un nouvel email trônait en haut, d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. J'ai cliqué et mon estomac s'est noué. Elles avaient déposé une requête, Béatrice et Olivia, me déclarant mentalement inapte à prendre des décisions financières, demandant le contrôle d'urgence de mes actifs. J'ai à peine pu lire au-delà du premier paragraphe, les mots se brouillant. Instable, imprudente, émotionnellement incapable. Elles n'ont même pas attendu, me suis-je murmuré. Elles veulent que je sois effacé, officiellement et définitivement. Mon cœur battait dans mes oreilles alors que je mettais mon ordinateur portable de côté et que j'attrapais mon téléphone. J'ai ouvert mon enregistreur vocal, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai commencé à parler. Mes mots étaient vifs, délibérés. À Béatrice et Olivia, ai-je commencé, ma voix stable, bien que mes mains tremblent. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous avez pris. Et je sais que vous pensez pouvoir me faire disparaître. Mais je ne suis plus la fille qui est restée silencieuse. J'ai arrêté l'enregistrement et l'ai immédiatement téléchargé sur mon disque sécurisé, l'ajoutant au dossier de preuves grandissant. Puis j'ai rédigé un nouvel email en joignant tout, les emails, les captures d'écran, même la menace voilée que Béatrice m'avait lancée dans ma cuisine, et je l'ai adressée à Maître Leroy. J'ai mis Arnaud en copie. Et puis, presque après coup, j'ai ajouté un destinataire de plus, les autorités. S'ils voulaient me faire peur pour me faire taire, ils devaient savoir que j'avais d'abord mis le feu à la terre. Plus tard, alors que le soleil déclinait, je me suis retrouvé à regarder une vieille photo sur mon frigo. Moi, peut-être 12 ans, debout pieds nus dans l'herbe à Saint-Tropez, souriant comme si j'étais à ma place, comme si j'avais de l'importance. C'est la fille que vous pensiez qui resterait silencieuse pour toujours, ai-je dit doucement. Elle mérite la justice. À 8 heures précises, mon email est parti à tous ceux qui pouvaient mettre fin à cela une fois pour toutes. Au moment où le palais de justice est apparu, mon cœur avait l'impression d'avoir couru un marathon. J'étais debout depuis l'aube, rejouant tout dans ma tête, les menaces, les emails, la façon dont Béatrice me souriait comme un serpent offrant du réconfort avant de frapper. Maintenant, tout allait se jouer. Maître Leroy m'a retrouvé à l'entrée, impeccable dans son costume, portant un dossier assez épais pour étouffer une imprimante. Tout est déposé, a-t-il dit alors que nous entrions. L'injonction est solide. Elles ne pourront rien toucher jusqu'à ce que le juge se prononce. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était froid et stérile, mais le poids de ce qui allait se passer le rendait suffocant. De l'autre côté de l'allée, Béatrice et Olivia étaient assises ensemble, parfaitement coiffées, leurs expressions un mélange soigné d'inquiétude et d'indignation. Si on ne savait pas mieux, on aurait pu croire que c'étaient elles les victimes. Lorsque la session a commencé, le roi a pris la parole, exposant chaque élément de preuve, les conversations enregistrées, les emails échangés entre elle et l'avocat complotant pour m'effacer, la déclaration sous serment d'Arnaud détaillant leur stratagème. Il a procédé méthodiquement, comme s'il démontait tout leur château de cartes brique par brique. Béatrice a tenté d'interrompre. Votre honneur, tout ceci est déformé. Elle a toujours été.
Le juge a levé la main, la faisant taire. Madame Moreau, vous parlerez quand ce sera votre tour. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Les enregistrements l'ont fait pour moi. La propre voix de Béatrice, dégoulinant de ce ton condescendant que je connaissais trop bien. Parfois, le silence vaut plus que tout ce que tu penses qu'on te doit. La cruauté désinvolte d'Olivia en arrière-plan, riant comme si elle comptait déjà le butin. Au moment où le roi a terminé, la salle d'audience était silencieuse, à l'exception du grattement du stylo du juge. Elle a finalement levé les yeux, son expression impassible. Madame Moreau. Mademoiselle Moreau, a-t-elle dit, sa voix tranchant la pièce. Les preuves présentées montrent une tentative délibérée et flagrante de manipuler les limites tant juridiques que familiales. Ce tribunal ne tolère pas un tel comportement. Votre requête est rejetée, avec effet immédiat. De plus, je réfère cette affaire pour examen concernant d'éventuelles poursuites pénales. Le visage de Béatrice a à peine tressailli, mais je l'ai vu agripper le bord de la table si fort que ses jointures ont blanchi. Olivia fixait simplement droit devant elle, la mâchoire serrée. C'était fini. De retour à mon appartement, la lumière du soleil de l'après-midi se déversait à travers les stores ouverts, dorant la pièce. Ma table de cuisine était encore couverte des papiers qui m'avaient autrefois semblé être des chaînes, mais qui ressemblaient maintenant à la preuve de ma liberté. Le roi avait appelé après l'audience pour confirmer. J'avais repris le contrôle total de tous les actifs, y compris Saint-Tropez. Elles avaient été condamnées à couvrir mes frais de justice et étaient liées par un accord de non-contact. Je suis resté assise longtemps, fixant la vieille photo de moi à 12 ans sur le frigo, pieds nus dans l'herbe de Saint-Tropez, souriant comme si j'appartenais à quelque part. Je l'ai décroché de l'aimant et je l'ai tenu un moment. Cette fille avait passé toute sa vie à essayer de gagner une place dans leur histoire. J'ai ouvert le dossier corbeille de mon téléphone et j'ai supprimé la photo. Elles peuvent garder leur récit, ai-je murmuré. J'ai ma liberté. Avant de me coucher, j'ai écouté une dernière fois le vieux message vocal d'Arnaud. Ils n'arrêteront pas. Tu dois te battre ou partir pour de bon. Cette fois, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti de la gratitude. Cela m'avait poussé jusqu'ici, à reprendre ma voix. Parfois, la seule façon de se faire entendre est de laisser son silence parler pour soi, et de s'assurer que les bonnes personnes écoutent.